Nous allons maintenant au Côte d'Ivoire, tout en remerciant les panélistes encore, donc, puisque nous allons avoir un autre panel. Nous allons au Côte d'Ivoire maintenant et avec docteur Lambert Pongou Okito qui est avec nous en ligne et qui va nous parler de comment construire un cadre de financement dans quelques minutes. Docteur Okito qui a beaucoup de cordes, enfin, qui a beaucoup d'arcs à son corde, comme on dit, donc qui est professeur des universités, conférencier international. Docteur Okito qui a un grand penchant dans la productivité agricole en Afrique subsaharienne et dans les pays en développement. Il a d'énormes expériences en matière de leadership, gestion et supervision de projets, fondateur du Triangle de la Vie, auteur de plusieurs ouvrages et auteur également de plusieurs articles scientifiques. Donc, Docteur Okito qui est avec nous, qui va nous parler très rapidement comment construire un cadre de financement que je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors? Oui, ça va bien, docteur. Donc, on vous écoute. Vous pouvez commencer. Ok, bien, merci beaucoup. Et je voudrais remercier la Banque d'Haïti pour m'avoir invité à cette conférence, spécialement Madame Yvonne et Joseph pour m'avoir intéressé. Je suis Lambert Okito et comme vous l'avez bien présenté, nous avons perdu assez de temps. Je vais passer directement à présenter ma présentation. Si vous pouvez voir, construire un cadre de financement. Je vais parler d'abord de triangle de la vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours présenté à chaque fois que j'ai une conférence. Qu'est-ce que c'est le triangle de la vie? D'abord, je voudrais démontrer combien de fois l'agriculture est l'épicentre de tout développement économique d'un pays en voie de développement ou un pays en développement. Alors, pourquoi l'agriculture est-il au centre de tout développement économique? C'est parce que l'agriculture joue sur l'économie, sur la santé et sur l'éducation. Alors, quelle est la relation entre l'agriculture et la santé? En bref, je vais parler de l'expérience de la vie. L'espérance de la vie, par exemple, en Haïti, nous avons une espérance de vie qui est à 64,99 années, au lieu d'avoir plus que ça. D'abord, j'ai oublié de remercier aussi le gouverneur qui est dans le panéliste. Je m'en excuse. Alors, pourquoi? C'est parce que si on a toujours dit que la bonne santé se trouve dans la bonne cuisine, et si l'on mange bien, on a une espérance de vie assez longue. De 64,99, on peut aller jusqu'à 100 ans dans d'autres pays. Et nous avons aussi l'économie. Nous constatons qu'en Haïti, l'inflation en 2003 était de 14,86. Actuellement, il est à 49,30. Donc, vous voyez que le taux d'inflation est très élevé parce que l'agriculture ne produit pas et n'exporte pas parce que l'inflation, c'est le rapport entre import et export. Et l'éducation, nous parlons, j'étais en Zimbabwe où les enfants vont à l'école sans avoir mangé. Et les quotients intellectuels de ces enfants-là est très faible. Et pour l'Haïti, vous avez 82% de quotient intellectuel. C'est très faible par rapport à ce qu'il faut. Il y a certains pays qui sont à 110. Donc, j'ai toujours voulu introduire mon sujet par le triangle de la vie. À votre gauche, c'est l'université où je travaille. Et à la droite, vous voyez, c'est mon livre sur la biologie moléculaire. Et nous savons qu'il y a environ 99% de l'approvisionnement alimentaire du monde vient finalement de la production terrestre, avec 50 ou 70% de la superficie consacrée à l'agriculture, selon les FAO. Alors, quel est l'objectif de cette conférence? Renforcer le financement des priorités en faveur du développement agricole. Il y a 3 niveaux d'intégration. Intégration politique, des processus planification et financement, intégration des finances publiques et privées, les autres panélistes en ont parlé, politique et réglementation des institutions,
il y a l'intégration et collaboration entrepreneuriale. Alors, nous voulons parler de l'étude de financement du secteur agricole. En Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a ce qu'on appelle ROPA, Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, qui travaille dur pour pouvoir promouvoir le secteur agricole. Qu'est-ce que la ROPA fait? Il y a une mise au point d'une stratégie visant à contribuer à la bonne fonctionnalité des différents mécanismes et outils de financement du secteur agricole et rural. Études sur les diagnostics approfondis de mécanismes nationaux et régionaux de financement agricole, les cas du Nigeria, Burkina Faso, Bénin, Togo et la Côte d'Ivoire, qui est un des modèles de l'Afrique de l'Ouest. Bon, les crédits sont octroyés par les banques locales, comme la Banque du Mali, la Banque de la Côte d'Ivoire, la Banque du Burkina Faso. Et alors, ils investissent beaucoup plus à court terme, avec 73% à court terme, 22%, 23,2% au moyen terme et pratiquement 4% à long terme. Et je vous dirai le pourquoi. Et ici, nous avons le cas de financement agricole. Il y a d'abord le point le plus important, c'est la gouvernance et la coordination. L'existence à travers les mondes de production, non plus d'une agriculture, mais plusieurs agricultures impliquées une prise en compte de différentes de la notion de l'environnement. Il y a l'évaluation et diagnostic. Ça, c'est la mobilisation des ressources en eau pour la production agricole. Il y a possibilité d'améliorer des revenus dans d'autres pays, sources d'irrigation, parce que nous savons que l'eau est un élément important pour la production agricole. La taille de l'exploitation, combien d'hectares la personne qui est en train de produire a, est-ce que peut-il nourrir seulement sa famille ou bien le pays ou la région? Les profits de l'agriculteur. Il y a des gens qui héritent de leurs parents, mais qui ne savent pas qu'il y a un moyen aussi de faire l'agriculture un business. Bon, nous savons sans doute que les cultures irriguées valorisent la production agricole. Parce que quand on fait la comparaison entre la culture irriguée et la culture sec, on trouve que la productivité dans la culture irriguée est toujours plus grande que l'autre. Alors, nous allons voir le prochain. C'est les performances et organisation et besoins de financement par filière. Par exemple, l'agriculture, la production agricole en Côte d'Ivoire se caractérise par sa grande diversité, notamment sur les cultures des rentes. Et les tableaux ci-après vous montrent combien le gouvernement a mis l'accent sur la production de cacao depuis 92 jusqu'à 98. Coton, huile de palme, les caoutchoucs, ananas et bananes. Et nous allons voir que ces produits-là sont tous exportés, ce qui fait une bonne économie pour le pays parce qu'ils gagnent des devises. Alors, les cadres de financement agricole, suite, nous avons deux points suivants, suivi et examen. Dans le cadre de suivi et examen, il faut l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l'agriculture, sans omettre l'élevage, forêt, pêche et aquaculture. Alors, nous savons qu'actuellement, dans n'importe quel pays, si on ne s'intéresse pas à la biodiversité ou la biotechnologie, pour dire, on ne peut pas produire parce que c'est le chapeau de tout développement agricole. C'est, je peux dire, le maillon, l'élément le plus important. Alors ça doit se faire au niveau national et au niveau régional. Parce que quand on voit seulement les gens qui produisent par secteur et ils n'arrivent pas à satisfaire la production nationale, ce n'est pas vraiment intéressant. Et le financement et stratégie. Les modèles néolibéraux caractérisés par le désengagement de l'État de toutes les activités de production. Ça, c'est très important parce que nous avons vu dans le cas de coton au Bénin, le Bénin, les producteurs de coton étaient gérés par le gouvernement béninois. À la longue, ils ont vu que ça n'allait pas
les gouvernements s'est désengagé et ils ont laissé cette filière privée. Il y a des prestations de services et le développement de l'agriculture exportatrice. Si le pays n'exporte pas ce qu'il produit, c'est qu'on ne peut pas gagner de devises. Il y a la promotion de l'entrepreneuriat agricole au détriment de l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture, c'est un business. Il faut pouvoir gagner de l'argent. Et si nous ne faisons pas l'agriculture un business et seulement produire pour la consommation familiale, on n'ira nulle part. Il y a aussi la compétition entre les acteurs économiques qui doit permettre une réduction globale des prix et une amélioration des qualités des produits. Plus il y a une compétition, plus il y a beaucoup de produits et ça va jouer sur les prix et la qualité aussi des produits agricoles que nous produisons va s'améliorer aussi. Et puis, les consommateurs seront heureux. Alors, nous avons parlé des cadres de financement et vous voyez la gouvernance, coordination, assessment et puis diagnostic, monitoring et review et puis financement, des stratégies de financement. Ce sont les éléments importants dans les cadres de financement. Et puis, on peut passer à la prochaine. Alors, le flux de financement. Le financement peut venir de public et de privé. Alors, à l'intérieur, par exemple, du pays, il y a des recettes fiscales, des recettes non fiscales, des emprunts publics du gouvernement. L'autre panéliste vient de parler tout à l'heure de ça. Des investissements intérieurs, crédits intérieurs et les ONG locales. Extérieur, il y a l'aide publique au développement et autres flux extérieurs. Les ONG internationales et les investissements directs diaspora joue un rôle très important dans la production, dans le flux de financement. Mais ce que j'ai toujours dit, l'aide internationale n'aide pas les pays en développement. Et parce qu'il y a des preuves, même dans d'autres pays, quand on donne l'aide, on n'avance pas. On tourne sur le même point parce qu'on attend qu'on donne quelque chose pour avancer. Mieux vaut qu'on s'autosuffise au lieu d'attendre l'aide extérieure. Alors ici, c'est juste un schéma de ce que nous pouvons faire pour les leaders, des auteurs et moteurs de la mobilisation des ressources. Donc vous voyez, vous pouvez lire les tableaux, vous allez voir qu'il y a des collectivités locales, il y a des secteurs privés, il y a des secteurs financiers et des ONG, tout ce que nous venons de parler. Et c'est ça, c'est vraiment les leaders qui sont utilisés pour des ressources, pour le financement des secteurs agricoles. Bon, je vais parler précisément de l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui, vous le savez très bien, en Afrique de l'Ouest, francophone, la Côte d'Ivoire est le leader dans la production agricole. Et nous allons voir combien ce pays a commencé de zéro pour devenir aujourd'hui les grands exportateurs de beaucoup de produits. Plusieurs pays africains ont la possibilité d'augmenter leur production agricole. Les facteurs limitants est le financement et l'initiative. Évidemment, quand on n'a pas le financement dans le secteur agricole, c'est vraiment un facteur limitant. Mais en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est une référence de grande taille pour ses initiatives et la production agricole. Le secteur agricole est le pilier de l'économie du pays. Dans les temps, le feu président Houphouët-Boigny, quand il venait à la télévision, il sortait avec la machette et puis la daba, il disait « Le succès de ce pays se repose sur l'agriculture ». Et pour se faire marquer, il a dit plus qu'on ne pouvait pas développer le secteur minier et pétrolier, il s'est beaucoup plus intéressé au secteur agricole parce que la terre ne trompe pas. Alors, suite à ces initiatives louables, la Côte d'Ivoire est première productrice de cacao au monde, sixième productrice du café au monde, première exportatrice de l'huile de palme en Afrique, première productrice de noix de cajou au monde. Et par exprès, j'ai mis une photo des noix de cajou pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est la noix de cajou. Première productrice de caoutchouc en Afrique et première exportatrice de bananes en Afrique. Et quand vous voyez comment ce pays fait
pour l'exportation de certains produits ou fruits et autres, ça vaut la peine de copier son exemple. Et pourquoi? Parce que la qualité du sol sur le plan pédologique réagissent en fonction des intrants et puis la gestion des intrants. C'est-à-dire quoi? Il y a certainement les intrants qu'il faut mettre, mais généralement dans d'autres cas, avant que l'on fasse la jachère, il y a des endroits qu'on peut produire euh, sans qu'il y ait beaucoup d'intrants. Parce que nous allons voir dans la suite, vous allez dans les questions, les intrants, qu'est-ce que ça fait actuellement avec l'histoire des OGM? Les éléments de qualité du sol et leurs propriétés physiques et chimiques, y compris biologiques, jouent beaucoup dans la production. La qualité du sol présente des caractéristiques à la fois inhérentes et dynamiques. Évidemment, quand le sol est bien traité ou bien adopté, la production est toujours meilleure. La santé du sol a été définie comme la capacité du sol à maintenir la productivité, la diversité et les services environnementaux des écosystèmes terrestres. Ça, c'est ITPS qui a donné ça en 2020, c'est la cotation. Maintenant, nous allons voir encore comment la pédologie en Côte d'Ivoire, le suivant. Vous voyez, la pédologie ivoirienne, c'est la situation agricole de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça, il y a divisé à 4 parties, comme vous savez. Il y a les centres produits assez. Le nord, comme vous voyez, c'est une zone pratiquement, je ne peux pas dire désertique, mais c'est une savane. Mais ils ont pu rentabiliser le nord en produisant les denrées alimentaires qui soient adaptées à leurs conditions de sécheresse. Et au centre, vous voyez, il y a le petit point noir, c'est là où, à Ferté-Sidougou, ils produisent les cannes à sucre, mais sous irrigation. Et le sud et le sud-est, ils produisent les cacao, les cafés, les paniers à huile. Donc, toutes les régions du Côte d'Ivoire sont productrices. Il n'y a pas une seule région ou une seule province en Côte d'Ivoire qui n'a pas une spécification de production agricole. Pourquoi? Parce qu'ils se sont arrangés, ils ont amélioré du pays, il y a ce type de sol, on va produire tel. Et comme vous voyez le sol que vous voyez là, c'est une bonne partie de Ferté-Sidougou, c'est le sol qui a des éléments ferriques, bien sûr. Il est vrai que c'est très complexe dans les sols parce ce n'est pas comme dans l'air ou bien dans l'eau, mais le sol est très compliqué. Mais la classification de sol concerne le regroupement des sols et il y a des gammes similaires de propriétés chimiques, physiques et biologiques. Et c'est ce qui permet aux agronomes ou aux investigateurs de pouvoir déterminer quel type de plantes ou quel type de denrées peuvent être utilisées dans une terre bien donnée, dans un sol bien donné. Donc, on doit faire référence à ça pour pouvoir étudier la cartographie d'un pays et savoir comment est-ce qu'on peut adapter une telle culture à un endroit bien donné. Alors, la systématique, évidemment, la systématique, parce que chaque pays, chaque végétation a son flore. Mais maintenant, avec les agronomes ou d'autres, si vous voulez étudier les types de cultures qu'il faut développer, il faut absolument s'intéresser à la systématique végétale. Ce sont des relations entre les plantes et les descendantes évolutives. Et à chaque pays, vous allez voir qu'il y a un type de plante qui pousse et d'autres ne poussent pas, selon les types de sols, les types de végétation, etc. Donc, environ 99% de l'approvisionnement alimentaire du monde vient finalement de la production terrestre, avec 50 ou 70% des superficies consacrées à l'agriculture, selon la FAO. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans toutes les régions qu'on peut produire. Il y a des endroits qu'on ne peut pas produire parce que les conditions climatologiques, les conditions hydrologiques, les conditions pédologiques ne sont pas réunies. Donc, ce n'est pas dans tous les endroits qu'on peut produire. C'est pourquoi on est 50 à 70% de la superficie consacrée à l'agriculture. Alors, quels sont les matériels et les outillages agricoles que la Côte d'Ivoire a utilisés? Les systèmes d'irrigation, par exemple, à Ferté-Sidougou pour la production de canne à sucre, c'est un système qui marche très bien. Ils ont envoyé des ingénieurs
pour étudier comment est-ce que cette partie où il y a pratiquement le désert, on peut produire des cannes à sucre. Donc, il y a aussi le système qui est, ça dépend des types d'irrigation à gouttes ou bien d'irrigation en l'air. Il y a plusieurs types d'irrigation qu'on peut utiliser. Ça dépend des types de culture. Il y a aussi la fabrication de serres. Au sud, par exemple, j'ai vu dans d'autres pays, dans notre partie de la Côte d'Ivoire, ils utilisent beaucoup de serres pour la production, par exemple, de légumes, de tomates, de concombres, etc. Et bien sûr, il y a des engrais et des intrants agricoles qu'il faut s'y mettre. Mais à ce que je sache, le gouvernement a mis des moyens pour pouvoir subventionner les engrais et les intrants agricoles en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des équipements pour les conditionnements de fruits, par exemple, les bananes, des mangues et des ananas sont produits et exportés. Mais le gouvernement a essayé à subventionner les agricultures de ces fruits-là pour que les conditionnements soient faits avant l'exportation. Il y a aussi l'aviculture, l'élevage, la pisciculture, la sylviculture. Et actuellement, même pour importer des produits de volailles en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement très difficile parce que la production locale est pratiquement en train de suffire à la population. Je ne dis pas qu'on ne peut pas importer la volaille en Côte d'Ivoire, mais c'est en voie de réduction parce que la population est en train de s'autosuffire sur la production de la volaille. Et il y a aussi des équipements agro-industriels, des nouvelles technologies, comme vous savez, la biotechnologie verte, c'est vraiment le chapeau de tout ce qui peut être comme élément de production. Alors, je vous disais de la noix de cajou. Vous voyez comment ces fruits-là, c'est comme, disons, les arachides, mais vraiment. Les fruits qu'on mange est en bas et la cabosse que vous voyez là, c'est ça qu'on utilise ça pour faire de la boisson. Donc, c'est quelque chose la Côte d'Ivoire devient aujourd'hui première productrice du monde. Et ça a commencé de nulle part. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'importer, a importé depuis 1977 les safou du Congo, parce que le président Houphouët-Boigny est parti là-bas en visite, on lui a fait manger les safou. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de faire des produits de cosmétiques, des produits pharmaceutiques avec les safou qu'on a importés du Congo. Vous voyez comment les gens se sont organisés pour rendre l'agriculture vraiment importante. Bon, donc nous savons que le BIB est la principale mesure utilisée pour la richesse du pays, mais la Côte d'Ivoire, selon la Banque mondiale, ils ont une balance commerciale agroalimentaire qui est en fait déficitaire à la France. Je m'explique. Par exemple, la France a importé 378 millions d'euros en 1918 et la Côte d'Ivoire a importé les céréales, les tabacs, les boissons à la hauteur de 326 millions d'euros. Vous voyez que la France a importé plus de produits agricoles de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire en a importé. Donc, c'est l'échange entre la Côte d'Ivoire et la France. Dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire est sortie gagnante. Donc, la France importe de la Côte d'Ivoire des cacao, comme vous le savez, les fruits tropicaux, bananes, ananas et d'autres, mais y compris les produits de la pêche. Et ça fait 704 millions d'euros pour la Côte d'Ivoire. C'est quand même un montant assez important pour l'économie ivoirienne. Oui, alors l'inflation en Côte d'Ivoire, dans tout le pays au monde, il y a l'inflation. Mais ici, le cas de la Côte d'Ivoire, l'inflation a été quand même moindre par rapport à d'autres pays. Par exemple, au mois de juillet en 2023, c'était à 4,6 et il y a de cela 2 ans, c'était à 4,1 le mois précédent. Maintenant, le prix a accéléré sur le produit alimentaire. Il y a des boissons alcooliques qui ont fait 7,7% contre 5,9% en juin. Notamment les poissons, parce que la Côte d'Ivoire exporte aussi les poissons, l'huile et les graisses, à peu près 12,3%, et les légumes, les frais, c'est 10%
10,7%, pardon. Donc, vous voyez combien de fois l'inflation en Côte d'Ivoire est en train d'être maîtrisée. Et comme vous savez bien, j'ai bien parlé là-bas au départ, j'ai bien dit quelle est la différence, d'où vient l'inflation dans un pays. Suivant. Le financement des projets agricoles en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de financements, il y a beaucoup de sources de financement. Il y a les fonds internationaux de développement agricole, dont les prêts dans la lutte contre la pauvreté, c'est les Nations Unies à Rome. Il y a l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Il y a l'OPEP, il y a la Caisse de stabilisation, binôme de café et cacao à peu près dans les 33% des PIB. Mais je vais parler un peu de la Caisse de stabilisation. Dans les années 1960, comme ça a été créé, la Caisse de stabilisation était uniquement pour les binômes, comme on dit, c'est café-cacao. Mais après un certain moment, la Caisse de stabilisation était gérée par l'État. Mais dans les années 90, 93, la Caisse de stabilisation commençait à avoir des problèmes parce que l'État commençait à avoir beaucoup plus de gestion sur ça, de gérance sur disons la caisse. Mais après, à un moment donné, ils ont connu des crises, surtout avec la chute des produits dans le monde, et la caisse de stabilisation a eu des problèmes. C'est seulement vers 2011 que la caisse de stabilisation a commencé à reprendre, et ils sont en train de trouver des formules pour pouvoir réactiver la caisse de stabilisation, qui a fait le boom de la Côte d'Ivoire dans les années 70. Alors, malgré tout cela, il y a les actes qui sont les axes qui sont importants de recherche scientifique et agricole en Côte d'Ivoire. Il y a le Centre national de recherche agronomique, le CNRA, qui s'occupe en général, c'est comme le chapeau de toutes les recherches dans ce pays. Il y a les établissements publics et nationaux, EPN, de recherche agronomique. Par exemple, il y a l'IDESA, c'est l'Institut de recherche agronomique sur euh, la partie nord du pays, et l'Institut des forêts qui est au sud, là où il y a il y a de production dans de cacao, de café, bien des palmiers à huile. Il y a des institutions de recherche aussi agronomiques, associations pour le développement de l'agriculture, la DRAOC, que tout le monde connaît, et d'autres instituts comme l'ATA du Nigeria qui a sa succursale en Côte d'Ivoire. Il y a les CIMAT, il y a les CIRAD, il y a le Rostom. Et puis, on continue. Ces instituts-là ont beaucoup travaillé pour pouvoir booster la production agricole en Côte d'Ivoire. Bon, allez-y. Bon, comme conclusion, je crois que dans tout pays, il faut pouvoir faire un plan pour l'agriculture. Alors, une fois qu'on a les plans, on peut chercher à avoir des financements, et je conseillerais qu'il y ait des financements internes par rapport au financement externe, parce que le taux d'intérêt pour les financements externes est très élevé et ça n'aide pas le pays à se développer. Il faut sélectionner aussi des sites qui soient appropriés pour une culture donnée, et pour les denrées alimentaires, et pouvoir promouvoir la production agricole dans les cadres national et régional, important pour la production agricole. Et je vous remercie. Bravo et merci à Dr Lambert Pungou Okito qui était avec nous en ligne depuis la Côte d'Ivoire. Dr Okito qui vient de partager avec nous toute son expérience, l'expérience ivoirienne en matière de production agricole, de tous les mécanismes qu'on met en place, les mécanismes de financement. Présentation très brillante et enrichissante, et avec le triangle de la vie qui a retenu notre attention, très inspirant. Donc merci encore au Dr Okito, malheureusement qu'on n'a pas eu le temps de voir sur l'écran. Donc, comme le temps nous fait la guerre, donc vraiment, on va passer au dernier panel. Je sais aussi que vous devez prendre une pause, et ce sera la dernière pause pour la journée. Donc, on va passer très rapidement avec notre panel